Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, à 9h-10 sur Sud Radio, c'est l'heure de notre grand débat du matin, bien sûr, avec Françoise Degois, Elisabeth Lévy. Vos appels au 0826 300 300. Et cette question qu'on vous pose sur Twitter concernant l'affaire McKinsey pour mettre en place des politiques publiques. Pensez-vous qu'il faut des cabinets de conseil, que l'administration suffit, ou qu'il faut revoir l'administration à 60%, en tout cas du côté de nos auditeurs, il faut totalement revoir l'administration et vous n'êtes pas du tout pour des cabinets de conseil. Oui. Et je crois qu'on a déjà un premier auditeur au standard de Sud Radio, c'est Lionel qui nous appelle de Grasse. Bonjour Lionel. Bonjour oui, Lionel. Oui. Bonjour à toute l'équipe. Bon, Lionel, vous vouliez évoquer cette question en fait, hein? Oui, en fait, moi personnellement, je vois pas d'inconvénient à passer par des cabinets conseils, ouais. Si ce n'est que ces cabinets conseils sont quand même rattachés à une puissance étrangère, hein, même si c'est nos partenaires, ça reste quand même une puissance étrangère. Ouais. Je rappelle quand même que toute entreprise américaine doit donner, sur interrogation de son gouvernement, elle doit donner tous les éléments qu'il lui demande. Donc en fait, il n'y a aucun secret pour le gouvernement américain. On a quand même des questions qui touchent quand même au cœur de notre gouvernement et de nos décisions. Donc déjà, ça c'est quand même un petit peu moyen. Alors maintenant, si on passe par des cabinets conseils, très bien. Mais par contre, on vire tout un tas de hauts fonctionnaires qui nous coûtent une fortune et qui manifestement ne servent à rien, puisqu'on est obligé de passer par des cabinets conseils pour pouvoir pour savoir si on doit diminuer de 5 euros les APL ou des trucs comme ça. Donc moi, je pense qu'on a quand même dans notre administration, on a quand même énormément de fonctionnaires qui sont extrêmement bien formés, qui sont des gens de terrain. Il me semble pas quand même que le fisc français soit complètement déconnecté de la réalité, bien loin de là. Je pense que les interroger sur des questions économiques, ça a un sens. On a le CNRS qui est une entité aussi quand même extrêmement performante pour tout ce qui est environnement et compagnie, ou même bioéthique, donc voilà, on a quand même pléthore de hauts fonctionnaires et d'institutions qui sont à même et d'administrations qui sont à même de répondre. Pourquoi dépenser 1 milliard? Et puis en plus il y a la question des connivences, quoi. C'est-à-dire que moi je suis désolé, mais McKinsey c'est un cabinet américain, Pfizer. Il y a des intérêts économiques qui sont quand même majeurs et qui sont vraiment extrêmement élevés. Macron, il a quand même claqué 700 milliards là sur le sketch Covid. Moi, je regrette, mais ces 700 milliards, c'est pas 700 milliards qui sont tombés dans la poche des entreprises françaises. Hein. C'est énormément d'argent qui sont partis à l'étranger. 700 milliards, oui, mais là, vous mettez tout dans le même paquet. Oui, mais moi, je mets le pack. Mais 700 milliards, c'est 25% de notre PIB. Attends, 700 milliards. Oui, non, mais Lionel, restez avec nous, parce que c'est intéressant. En même temps, il peut y avoir une question légitime qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que parfois, on n'a pas besoin, pour conduire les affaires, prendre des décisions, d'avoir un petit regard extérieur, plutôt que de faire totalement confiance aussi à l'administration. Françoise Degois, Elisabeth Lévy. Il y a une différence entre un petit regard extérieur et 1 milliard de regard extérieur. Ça, c'est vraiment... 850 millions. Ça va, on n'est plus à 100 millions près. Moi, je suis vraiment... Je connais ça par cœur, puisque j'étais dans la machine de l'État. Je sais très bien comment ça fonctionne et je sais très bien pourquoi on fait faire ce genre d'études aussi. C'est purement politique, parce que les ministres qui ne peuvent pas s'imposer auprès de leurs administrations centrales font ce genre de rapport uniquement pour pouvoir imposer à leur administration leurs décisions. C'est que là, il y a un problème, quoi. Donc, il y a un problème. Il y a un problème surtout politique, il y a un problème de ministre, mais je le redis, moi, dans l'affaire McKinsey, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est exactement ce que le parquet national financier n'a pas ouvert. C'est bien gardé d'ouvrir. C'est est-ce qu'il y a trafic d'influence? Est-ce qu'il y a bons et loyaux services rétribués en marché parce que aide dans la campagne de 2017 du candidat président. C'est vrai que sur ce point, ils n'ont pas ouvert. Alors que c'était pointé dans la commission sénatoriale. Oui, bien sûr, et c'est le point qui fait le plus discuter aujourd'hui les Français, à part le pognon de dingue, bien sûr. Oui, Elisabeth Lévy. Et vous, vous pouvez appeler au 0826. Bonjour à notre auditeur. Moi, si vous voulez, je me marre un peu. Je suis d'accord avec Françoise. Le gros problème pour moi, si vous voulez, c'est effectivement la coïncidence, disons pour le moins troublante, que ce sont des amis d'Emmanuel Macron qui profitent de ces marchés. Alors la femme de César doit être irréprochable, même si c'est qu'une coïncidence et même si ces gens sont les plus compétents, c'est tout à fait fâcheux. Ça me paraît, et évidemment c'est pas le point que la justice sur lequel la justice va enquêter. Par ailleurs, juste sur l'affaire de fraude fiscale, ce qui est également embêtant, c'est que si on en croit un papier du Canard enchaîné qui m'avait l'air très sérieux, Bercy était parfaitement au courant de la carambouille. Donc ça, c'est aussi très embêtant. En revanche, je me marre un peu parce que pendant 2 ans,
nous avons passé à peu près 1 jour sur 2 à taper sur notre administration et avec de bonnes raisons. Excusez-moi, si on avait été tellement satisfait de nos fonctionnaires, ça se serait entendu. Or, je me rappelle plusieurs matinales, si vous voulez, où nous sommes, ma chère Françoise, Eric et moi-même, déchaînés. Ah non, moi je me suis pas déchaîné. On peut pas tout d'un coup découvrir que nos fonctionnaires sont parés de toutes les vertus après leur avoir tapé dessus et expliqué qu'il y avait quand même des blocages dans l'administration française. Je suis navré, mais c'est aussi la vérité. Alors, on peut pas non plus tout d'un coup, si vous voulez, l'administration est sanctifiée. Bah non, il y a aussi des problèmes dans l'administration. Oui, mais moi je suis pas comme vous, Elisabeth. Ça a énervé Françoise. Non, pas du tout, parce que je suis pas comme vous. Moi, vous m'avez jamais. Moi, j'ai toujours défendu la haute fonction. J'ai toujours dit que nous avions, et j'en avais ras-le-bol d'entendre taper sur Delfrécy, d'entendre taper sur Lars, parce que je la connais, la haute fonction. Je l'ai pratiquée, notamment en notre haute fonction diplomatique. Je suis désolé. Les directions générales de services, c'est du très haut niveau. Je pense à la direction des services vétérinaires, par exemple, pour l'agriculture, ou bien les directions administratives pour l'écologie. Donc, moi, justement, Elisabeth, pardon, je n'ai jamais bouffé du haut fonctionnaire, et je connais parfaitement cette stratégie d'aller chercher un cabinet pour essayer d'imposer, de tordre le bras au directeur général des services. Je connais ça par cœur. Et je peux dire... Il y a peut-être aussi le fait que, et c'est pour ça que qu'on va chercher, qu'on a recours à ces cabinets extérieurs, que dans cette administration, on n'a pas envie non plus de bouger les choses parfois, quoi. Peut-être qu'on n'a pas envie de les bouger. Ça arrive, et on se connaît, on va d'une administration à une autre, bien etc. sûr, il y a aussi une force d'inertie, et l'aspect positif, il y a l'aspect négatif qui dit la France est un pays de blocage, mais il y a l'aspect positif, c'est que c'est aussi des choses qui sont bien tenues. Aujourd'hui, on a quand même un squelette de l'État qui est solide, et c'est ce qui fait aussi la force de l'État. Et le deuxième point sur McKinsey, vous savez, McKinsey, on aurait pu aller chercher un cabinet français, mais qu'est-ce qu'on voit? Regardez cette gabegie. On voit le doublon, ce que sort le Nouvel Observateur. On voit le doublon, c'est-à-dire qu'on demande au grand cabinet Roland Berger une étude à 450 000 € sur la petite enfance, et on demande la même étude à Boris Cyrulnik, dont Mathieu Aron, hier sur cette antenne, l'auteur du bouquin sur McKinsey, eh bien, nous expliquait qu'il avait même pas, il avait bataillé pour trouver la possibilité d'avoir des cartes pour que ses invités avec qui il travaillait puissent aller à la cantine du ministère. On n'est pas chez les dingues. On est chez les dingues. Allez, dans un instant, on poursuit. Éric Revel sera avec nous. Revel en campagne, vous allez voir, évidemment, il va revenir aussi sur l'OTAN, avec bien des questions, effectivement, autour de l'OTAN. Je ne me trompe pas. Oui, c'est bien le sujet, en fait, du jour de mon cher Éric Revel dans un instant. Revel en campagne. Et puisque, évidemment, on va parler d'OTAN, ça nous conduira aussi tout à l'heure à la défense. Ce sera à 9h30. Quel est notre... ça fait partie des sujets qu'on a un peu éludés pendant cette campagne, comme bien d'autres d'ailleurs, et pourtant qui font partie des sujets régaliens. Notre défense. Est-ce qu'on est encore suffisamment solide, en fait, aujourd'hui? Est-ce qu'on a suffisamment de crédit? Est-ce que l'on met bien l'argent là où il faut, puisqu'on parlait de l'administration tout à l'heure? On en parlera. Et avec vos questions, vos réactions aussi sur toutes les affaires, tout ce dont on parle, vous nous appelez 0826 300 300. Voilà, ça sera dans La Vérité en face à partir de 9h30 avec l'essayiste Pierre Conessa, Sud Radio, 8h58. C'est le dernier meeting de campagne. Demain matin, on va recevoir Xavier Bertrand. Et là, aujourd'hui, c'est le dernier meeting de campagne de Valérie Pécresse, puisque après, ce sera terminé. C'est du côté de Lyon, au Matmut Stadium à Lyon. Elle va être aux côtés, c'est intéressant, parce qu'elle sera évidemment à Lyon, aux côtés de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est dans le Rhône avant. Wauquiez, il n'a pas vraiment, enfin, il l'a soutenu, hein, bien sûr, Françoise de Gois, mais il n'a pas mis tout son poids dans la balance, quoi, autour de Valérie Pécresse, quoi. En règle générale, personne n'a mis son poids dans la balance. Le seul, finalement, et vous le recevez demain, il faut quand même, c'est à son honneur, le seul qui a mouillé sa chemise véritablement, c'est véritablement Xavier Bertrand dans cette campagne de Valérie Pécresse. Je ne reviendrai pas sur ce que je pense des atermoiements purement tactiques de Nicolas Sarkozy, que je trouve assez décevant dans sa grandeur, parce que de l'autre côté du prisme, on a un ancien président qui n'hésite pas, même s'il le fait mal, à aller soutenir une candidate à 2%. Et je dois dire que Valérie Pécresse... Candidate à 2%. Anne Hidalgo, François Hollande. Donc là, on aurait aimé que Sarkozy, même dans la défaite ou dans la tempête, soit là, il ne l'a pas fait. Bon, en tout cas, mais en tout cas,
fallait pas qu'elle le fasse huer ou qu'elle le laisse huer aussi. Non, mais ça c'est la peau. Non, ça a commencé avant. Ça a commencé avant. Il l'a fait danser Valérie Pécresse. Moi, je trouve que celui qui a été le plus exemplaire, c'est incroyable, c'est Xavier Bertrand. On lui dira demain. Et Valérie Pécresse qui, malgré tout, reste. Ça doit pas être évident moralement et tout de continuer. Oui, continuez. Non mais Françoise, vous êtes très légitimiste, mais on a parfaitement le droit de trouver que Valérie Pécresse n'était pas une bonne candidate. Un parti, c'est pas non plus l'armée. Faut quand même pas exagérer. Moi, je comprends les arguments. Pardon, je peux finir ma phrase. Oui, allez-y. Moi, j'ai pas commencé la mienne. Il avait commencé. Elisabeth. Ça paraît logique, mon cher Eric, que je finisse avant que tu commences. Oui, vous disiez. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens qui me disaient le problème de Valérie Pécresse, c'est qu'elle croit pas ce qu'elle dit, en fait. Elle prend des bouts, par exemple, sur le régalien, elle prend des bouts un peu ciotistes ou zémouriens pour draguer l'électorat. Et ça, je pense que c'est insupportable. C'est insupportable de voir des gens... Après, non, mais juste un mot, si je peux me permettre. Bon, on est d'accord sur le constat. On peut pas dire que Valérie Pécresse ait fait une campagne brillante, c'est le moins qu'on puisse dire, mais juste sur Sarkozy, quand même. Le même Sarkozy qui regarde sa famille de travers aujourd'hui et qui ne soutient donc pas Pécresse, il était quand même très content à l'époque que les militants LR, le fameux Sarkoton, renflouent en mettant de leur argent sur la table, renflouent sa campagne électorale. Là, il savait où était sa famille. Voilà. Je voulais juste faire cette parenthèse parce qu'on l'avait oublié. On peut ne pas aimer, non mais pour répondre à Elisabeth, bien sûr que on peut ne pas aimer une candidate et la trouver nulle, mais quand on est un ancien président et l'icône en plus de sa famille, il y a des obligations morales auxquelles on s'astreint, surtout que on ne les fait pas et on va vers l'autre candidat pour des raisons très personnelles et nous le savons tous, des raisons qui concernent notre avenir personnel. Donc en ce sens, alors ça c'est autre chose. Mais non, mais je pense que Sarkozy a été un faux d'air sur cette question. Je le dis, pardon, je le dis un peu crûment. Parlons vrai sur Sud. Moi, si on parle comme ça, je m'en vais. Non, et pour ajouter en fait des éléments, il y avait un auditeur qui nous disait, et il y en avait plusieurs sur les réseaux sociaux à la suite justement aussi de ce meeting, qui nous disait que finalement quelque part ça la rendait plus sympathique que Valérie Pécresse et que compte tenu en fait de ça, il allait la soutenir parce qu'il disait que c'était pas si simple aussi de mener campagne. Je veux bien qu'on caricature, mais de mener campagne quand vous avez dans des vents contraires au sein de votre équipe. On en sait quelque chose. Les Français adorent les perdants. Non, mais c'est c'est vrai. Bon, c'est pas faux. Il y a juste une autre parenthèse aussi pour terminer sur cette présidentielle qui est dans sa dernière ligne droite. Il y a quelqu'un qu'on n'a pas beaucoup entendu dans cette campagne, qui est pourtant quand même un soutien actif d'Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron a fait beaucoup moins campagne. Il n'est pas de tous les déplacements. Par exemple, il y a une grande réunion politique ce soir à Bordeaux, et c'est avec qui? Alain Juppé. Non, François Bayrou. Non, Alain Juppé, quand même, il a un devoir de réserve. Non, mais François Bayrou, qui sera avec Gabriel Attal et tout. Et François Bayrou, on l'a vu. Mais il a commencé pas ça. Plus que cela. C'est assez bon. Emmanuel Macron a quand même commencé à Pau, sa campagne. Oui, c'est ça. Bayrou est toujours là. Après, Bayrou, si vous voulez, je pense qu'il n'ignore pas, il voit le terrain. Et puis Bayrou, il fait toujours monter ses enchères. Vous savez, moi je m'inquiète pas trop. Il est complètement fasciné par Emmanuel Macron. Les gens qui pensent que il pourrait y avoir une rupture se trompent complètement. Bayrou est complètement absorbé par Emmanuel Macron. Il lui trouve absolument toutes les qualités, visionnaires, exceptionnelles, etc. Bon, voilà. Et lui, c'est vraiment, je pense qu'il y a une part de sincérité très importante. Il y a une forme de... Il est envoûté, il n'y a pas d'autre mot. Bayrou envoûté. Et puis, comme il va faire la campagne ce soir à 18h, donc là, c'est du côté de Bordeaux, évidemment qu'il est soutien d'Emmanuel Macron. Allez, une pause et Revel en campagne juste après. On se retrouve dans un instant, juste après une petite pause. La pause. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Laurence Garcia. Allez, c'est l'heure de retrouver Revel en campagne avec Eric Revel sur Sud Radio à 9h18. Sud Radio présidentielle 2022.
Bonjour Eric. Bonjour Laurence, bonjour Patrick. Bonjour Eric. Bonjour, alors si vous ne comprenez pas ou si vous n'avez pas compris comment fonctionne aussi l'OTAN, on va tout vous dire dans un instant avec Eric Revel. Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, alignement, non-alignement, etc. à l'OTAN et sur cette question quand même militaire ô combien importante. Alors l'OTAN, c'est une organisation donc militaire qui surveille et là, dans l'occurrence, qui protège un peu l'Ukraine face à la Russie. Hein. Et pourtant, dans la présidentielle chez nous, beaucoup de candidats critiquent fortement l'OTAN, Eric. Oui, alors la guerre en Ukraine, vous avez raison Patrick de commencer par là, le démontre chaque jour de façon dramatique, l'appartenance à l'OTAN ou la volonté d'appartenir à l'OTAN, l'organisation militaire du traité de l'Atlantique Nord, n'est évidemment pas neutre. Hein. Alors en France, j'ai regardé, il y a 8 candidats sur 12 qui veulent ou quitter l'OTAN, s'ils étaient élus à l'Élysée, ou abandonner le fameux commandement intégré d'une organisation qui serait trop sous la houlette américaine. Vous allez le voir, la réalité est quand même plus contrastée et plus complexe. Oui, c'est ça. Alors, critique forte, le fameux article 5 de l'OTAN et cette idée de défense collective si un des membres est attaqué, hein, bien sûr. Tous les autres doivent être solidaires et réagir. Est-ce qu'il n'est pas un peu dangereux cet article 5 ? Il y a beaucoup de candidats effectivement à la présidentielle qui critiquent ce fameux article 5 de l'OTAN qui stipule qu'en cas d'attaque d'un de ses membres, c'est toute l'alliance qui est attaquée qui doit réagir. Évidemment, la crainte ce serait de voir un pays comme le nôtre, la France, entraîné dans un conflit qu'elle ne souhaite pas. Je vous rappelle quand même au passage que la Turquie est membre de l'OTAN. En réalité, quand vous regardez bien cet article 5, il n'oblige pas à une réponse militaire pour venir en aide à un pays qui serait agressé. C'est-à-dire que vous pouvez, en tant que membre de l'OTAN, si le pays est agressé, lui dispenser juste une aide logistique, par exemple. Donc l'article 5 n'implique pas qu'un pays membre agressé, vous soyez obligé d'envoyer des troupes. Vous voyez, c'est bien différent. D'ailleurs, depuis la création de l'OTAN en 1949, l'article 5 n'a été utilisé qu'une seule fois, par les États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001, et d'ailleurs n'avait entraîné aucune action d'aucun membre de l'OTAN, puisque les États-Unis avaient été, entre guillemets, guerroyés, seul face à la menace djihadiste. Oui, et certains des candidats disent que la France quitterait le commandement intégré de l'OTAN si l'un de ces candidats devenait président. Hein. Oui, alors ça c'est la deuxième critique qui est adressée dans cette campagne présidentielle à l'OTAN. Il y a effectivement ceux qui veulent quitter, pour signifier l'indépendance militaire de la France, qui veulent quitter le fameux commandement intégré de l'OTAN. Alors, ça sonne comme une injonction gaullienne, mais la réalité est plus simple et un peu plus décevante. Le commandement intégré, c'est quoi ? C'est juste un état-major d'officiers supérieurs membres de l'OTAN, basé à Mons, en Belgique. Alors, si la France quittait le commandement intégré, on retirerait tout simplement les officiers supérieurs français qui en font partie de cet état-major. On se priverait d'ailleurs au passage de réunions stratégiques militaires importantes. Et puis, c'est tout. Quitter le commandement intégré de l'OTAN, c'est quitter cet état-major à Mons en Belgique, rien de plus, rien de moins. Oui, alors les États-Unis sont en position de force à l'OTAN, ils font la pluie et le beau temps. La France a toujours revendiqué, elle, une part de souveraineté. Hein. Oui, alors toujours, c'est vrai que ça c'est l'héritage gaulliste, c'est la politique militaire française qui doit être souveraine. L'idée que les États-Unis décident seuls à l'OTAN, mais c'est pas tout à fait exact. Quand vous regardez l'organigramme de l'OTAN aujourd'hui, il y a plein de postes très importants, comme celui de secrétaire général de l'OTAN, qui sont détenus par des Européens. Ensuite, il y a des groupes informels, très importants les groupes informels à l'OTAN, qui sont décisionnaires, comme le Quad, qui réunit un cercle très restreint de pays, comme les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. La France fait partie du Quad. Notre pays défend donc une place importante au sein de l'OTAN. Être membre du Quad de l'OTAN et du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est notre cas, ça donne un poids considérable à la France dans le monde. Alors c'est vrai qu'en termes de business, les États-Unis imposent l'achat de leur matériel militaire souvent aux pays membres. Il y a plein d'exemples. La Pologne qui a acheté des avions américains. Mais ce sont aussi les USA qui contribuent le plus au budget de l'OTAN et qui consacrent chaque année 700 milliards de dollars à leur défense et donc indirectement à celle des alliés de l'OTAN. Donc 8 candidats, Patrick, sur 12 à cette présidentielle critiquent l'OTAN. Vous l'avez vu, j'espère que ça a été clair, un jugement un peu sommaire qui aurait mérité un débat de plus sur l'OTAN et la défense, il n'a pas eu lieu non plus celui-là.
continuera d'ailleurs à parler de la défense et de l'OTAN et de notre armée française justement à partir de 9h30 dans la vérité en face. 10 petites minutes maintenant avec notre invité. Pierre Conessa, l'essayiste. Oui, et puis qui sera avec nous. Et là, j'aimerais bien vous entendre. Est-ce que vous avez le sentiment, vous nous appelez au 0826 300 300, qu'on n'a pas suffisamment parlé de la défense, comme d'autres questions d'ailleurs dans cette campagne qui finalement a été un peu ultra courte, hein, Françoise de Gois. Oui. Et pourtant, c'est vrai qu'elle avait démarré un peu sur les chapeaux de roue, alors animée par Éric Zemmour. Non mais c'est vrai, à l'automne, avec... alors lui, il imposait ses thèmes, hein, qui étaient l'immigration, etc. On a toujours dit qu'une présidentielle, moi je l'avais dit, on s'était un peu frité d'ailleurs avec Elisabeth Gentiment, qu'une présidentielle, ça finit toujours sur le pouvoir d'achat. Invariablement sur le pouvoir d'achat. Bah oui, 2002 a fini sur... non, 2002 c'est aussi la sécurité. Non, mais 2002. Mais 2002 aussi, c'est pas parce qu'il n'y a pas Pivoise, il y a aussi la question du pouvoir d'achat. Et en fait, oui, les thèmes imposés, eh bien, ça termine toujours au même endroit, assez souvent, en tout cas, même quasiment tout le temps au même endroit. Et moi, j'aurais aimé, Eric a raison, qu'on ait une grande discussion, mais on se rend compte, on se rend compte qu'en réalité, l'Ukraine, ces questions fondamentales font beaucoup moins partie des préoccupations des Français depuis une semaine et 15 jours. Les Français, peuple politique, s'il en est, veut qu'on parle de la présidentielle, veut que le président candidat leur parle de leur vie. L'Ukraine est passée de loin dans la préoccupation des Français. Oui, aujourd'hui, il y a le pouvoir d'achat. Mais c'est vraiment vrai, c'est vraiment réel. À tel point d'ailleurs que c'est pas un argument. Les gens qui veulent... Elisabeth, c'est pas simplement une question de thématique. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une mayonnaise qui n'a pas pris. C'est-à-dire, c'est comme si on avait 12 coureurs, chacun dans leur couloir, et qui ne se répondent jamais. Il ne s'agit pas seulement de l'organisation technique de débat. Il s'agit, je ne sais pas, d'un débat public. Le débat public, ça peut prendre de multiples formes. D'habitude, les gens peuvent très bien se répondre par tribune dans les journaux interposés, dans les médias. Ils n'ont pas besoin forcément d'être l'un en face de l'autre pour se répondre. Et là... Si vous voulez, moi je suis complètement frustré par cette campagne. Chacun déroule son programme, ça c'est vrai. Si je veux vraiment, je peux savoir ce que chacun pense sur tout, à peu près. Donc c'est pas seulement que on n'a pas vu nos marottes respectives. C'est vrai, moi je trouve qu'on n'a pas, après le départ d'Éric Zemmour... Parlez bien dans votre micro, Elisabeth. Pardon, on n'a pas beaucoup entendu parler de l'islamisme, de qu'est-ce qu'on allait faire contre le séparatisme, etc. Donc chacun peut dire qu'il a ses marottes, mais moi je vous dis, je trouve que c'était, morne pleine. Elisabeth, juste, je suis d'accord avec vous, avec toi, pour dire que, mais vous dites c'est pas technique. La réalité, c'est la façon dont médiatiquement, d'abord cette campagne a été couverte pour moi de façon médiocre, très globalement, jamais elle a été couverte aussi médiocrement. Par nous, les médias ? Oui, bien sûr. Et notamment l'organisation des débats. Là où je suis pas d'accord avec vous, Elisabeth, c'est que la qualité du débat et de la confrontation fait aussi la qualité de la campagne. À partir du moment où vous dites, il n'y a pas de débat entre les candidats et puis on passe les uns après les autres comme à confesse, eh bien ça enlève. Mais non, mais vraiment, c'est vrai. Mais c'est une décision. C'est une décision des médias. Il y a eu. C'est pas que des médias. Il y en a certains qui n'ont pas voulu. Et Emmanuel Macron n'a pas voulu mais c'est pas grave. Emmanuel Macron a été interrogé de façon. C'est un autre des problèmes. On le sortait du grand débat de TF1. On s'en foutait de faire. Oui, je partage l'idée qu'il n'y a pas eu de campagne. Et ça, c'est vraiment attristant pour le débat démocratique. Maintenant, il y a quand même, à mon sens, un responsable, c'est le président candidat. Pour une raison très simple, c'est que, quand il refuse de participer à cette grande émission du service public, et qu'à la place, il a le droit de mettre des extraits que sa com a choisi pour occuper son temps de parole. Mais attendez, mais c'est un déni. C'est un déni. C'est pas lui qui est responsable. France 2, il laissait faire ça. D'ailleurs, la candidate au chat, du coup, a dit, moi, la prochaine fois, je fais la même chose. Je sélectionne mes meilleurs moments et je vais pas au débat. Qui est-ce qui a dit ça? Marine Le Pen, la candidate au chat. Donc, si vous voulez, c'est un vrai sujet. Et alors, il y aura peut-être une morale à toute cette histoire, c'est qu'il faut voir. Mais d'une certaine manière, la dynamique très chancelante dont ne bénéficie plus le président candidat, c'est peut-être aussi le résultat
de cette campagne qu'il n'a pas voulu entamer lui-même. Non, mais il n'a pas fait campagne et il va peut-être, on va voir, mais il va peut-être en payer le prix parce que les Français n'aiment pas qu'on les prenne. Là, je vais rejoindre Françoise. Elisabeth Lévy. Là, je vais rejoindre Françoise. Les médias ont une responsabilité écrasante là-dedans. Ils ont accepté toutes les conditions d'Emmanuel Macron. À sa conférence de presse, les questions étaient castées. Je veux dire, comment peut-on accepter ça? Il est candidat quand il est face aux journalistes. Il n'est pas le président de la République. Tout le monde lui donne du monsieur le président. Et puis, vous voulez pas parler de ça? On va parler de ce dont vous voulez parler. Et ensuite, France 2 accepte ces conditions complètement dingues. Au lieu de l'envoyer bouler, au lieu de lui dire, mais écoutez, vous êtes candidat, vous serez logé à la même enseigne que les autres. Voilà, non mais vous vous rendez compte, absolument. Il a, donc, je pense que peut-être il va payer le prix. Il a fait une campagne. On avait fait un édito ici. Attention, la campagne fainéante, les mains dans les poches. Je ne suis non seulement pas dans mon second tour, je suis déjà dans mon second mandat. La réalité, c'est que il y a une servitude volontaire, médiatique, quasiment très très importante, qui est inexplicable. Tout le monde est révolté. Personne n'ose le dire, ou pas grand monde n'ose le dire dans les rédactions parce que ça tremble un peu. Comme toujours, on dira on va tirer les leçons, on ne tirera aucune leçon. Pourtant, cette campagne et le traitement journalistique, moi, il faut l'enseigner dans les 10 ans qui viennent aux élèves de l'école de journalisme en disant voilà ce que vous ne devrez jamais faire. Bon, j'ai déjà entendu parler de ça à plusieurs reprises. Oui, chaque année, chaque présidentielle. Non, mais il y a quand même aussi deux faits importants. Il ne faut pas le nier. C'est vrai qu'il y a la guerre en Ukraine qui, quoi qu'on en dise, c'est quand même une guerre qui est à 2h30 de Paris, donc de la France. Donc forcément, il y a un impact. Qui plus est, à partir du moment où, évidemment, le président de la République est le président aussi de l'Europe. Il avait choisi ça, et on l'avait dit d'ailleurs avant. On avait dit, pour la sérénité des débats et de la présidentielle en France, de faire ce choix, de rester à la tête de l'Europe, c'est pas forcément, s'il y a une crise, c'est pas forcément la meilleure des solutions. On l'avait dit, et puis c'est ce qui s'est produit. Première chose. Deuxième chose, c'est vrai aussi que depuis déjà maintenant quelques années, les vrais débats, finalement, ils ont lieu lors des primaires de chaque parti, quasiment. Et donc, à la fin, on mouline en fait des débats. C'est ce qui s'est passé, et on a l'impression qu'on a déjà une première élection. Et ça avait été particulièrement vrai en 2016-2017. Et là, ça a été aussi un petit peu la même chose, où chez les Républicains, par exemple, eh bien, évidemment, il y a eu cette campagne en fait interne, qui a duré quand même des semaines et des semaines. Juste. TF1 a fait un vrai grand débat qui a tapé des records d'audience. On est dans un pays où on met souvent en avant la liberté d'expression, en expliquant que voilà, nous, on n'est pas en Russie, on n'est pas ailleurs, les journalistes sont libres. En fait, il y a une forme d'autocensure face au pouvoir politique qui est absolument hallucinante. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui vous téléphone pour vous dire Coco, tu traites pas ça ou tu traites pas ça n'existe pas. Mais en fait, le pouvoir politique fait tellement peur. Le pouvoir... Non. Enfin, moi, je l'ai jamais vu. Apparemment, le pouvoir politique fait tellement peur. Apparemment, France 2 aurait reçu quelques coups de fil. Oui, bien sûr. On sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que le pouvoir politique en France, il suscite une certaine crainte. Il faut le dire quand même si on a la liberté d'expression. Depuis toujours. Et à chaque présidentielle, le pouvoir en place pense toujours qu'il va gagner les élections en mettant dans des situations compliquées les médias, mais je trouve que cette année, c'est particulièrement vrai. Je trouve que cette année, il y a une espèce d'omerta médiatique, de malaise qui s'est installé, comme si la crainte politique du pouvoir en place avait doublé, triplé ou quintuplé. Allez, dans un instant, merci Elisabeth Lévy, Françoise Degois, Éric Revel, et vos appels au 0826 300 300. Il y avait Lionel qui était avec nous tout à l'heure. Je sais que vous voulez appeler sur la vérité en face. Qu'est-ce que vaut notre armée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qu'elle pèse? Est-ce qu'on est prêt en matière de défense? Parce que bien souvent, il y a 30 ans par exemple, ou 40 ans, on disait non mais peace and love, on n'a plus besoin d'armée, etc. Mettons les crédits en fait ailleurs. Mais là, aujourd'hui, alors qu'il y a des menaces de conflit, on se pose un certain nombre de questions. Et on posera toutes ces questions à Pierre Conessa, essayiste, ancien haut fonctionnaire du ministère de la Défense, et puis bien sûr vos appels au 0826 300 300 Sud Radio, 9h32.